Ok, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis à Lyon, de retour en France. Donc pour l'occasion, je voulais faire cette vidéo Auberge du Rhône, ce parc un peu mythique dans lequel vous allez sûrement beaucoup me retrouver. Donc le sujet du jour pour cette vidéo, je vais vous parler de choses super intéressantes pour programmer vos entraînements les filles. Avant de réagir trop vite, je parle des femmes dans le sens biologique du terme, avec des caractéristiques bien précises entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire le profil hormonal, les caractéristiques physiologiques que je vais bien sûr décrypter dans cette vidéo. Pour moi, ça me paraissait vraiment essentiel de parler de ce sujet-là dans cette deuxième vidéo YouTube. D'ailleurs, si t'es pas abonné, je t'invite à le faire. Sur cette chaîne YouTube, on parle de sport, de calisthénie, d'entraînement au poids du corps et surtout, on va parler spécifiquement des femmes. Et pour les hommes, bien sûr, ça peut être intéressant de savoir comment fonctionne une femme, comment fonctionne votre partenaire, votre sœur ou votre coaché, si vous êtes coach. Enfin bref, je m'égare, du coup, on revient à la vidéo. Donc après ce petit disclaimer, on parle pas de genre mais bien sûr de sexe, de vraiment de réalité biologique. J'aime pas non plus faire trop de comparaisons entre les hommes et les femmes, mais là on va parler plutôt de différences et de voir quels sont les atouts des deux côtés, principalement du côté des femmes bien sûr, et on va répondre à la question: est-ce qu'il faut réellement adapter notre plan d'entraînement en fonction de notre sexe, donc en tant que femme? Est-ce que les effets de notre cycle menstruel, de nos hormones, etc. vont influencer notre pratique sportive, et donc est-ce qu'on doit adapter par conséquent notre programmation à ça? Bon pour commencer, d'où vient cette différence entre les hommes et les femmes? Bien sûr sur le plan biologique. Et bien d'un point de vue de l'évolution, le fait que les femmes aient moins de testostérone, plus d'œstrogène, ça nous permet de remplir notre rôle reproducteur, tout comme les hommes, parce que la testostérone permet la production de spermatozoïdes. Et bien dans le cas des femmes, les œstrogènes permettent de nous façonner un corps qui est apte à recevoir un bébé ou plusieurs, à pouvoir le protéger et à pouvoir bien sûr s'en occuper après la naissance. Et donc ça c'est le rôle des œstrogènes et de la progestérone. Et donc le tout présente des fluctuations de ce taux d'hormones durant notre cycle menstruel. Donc on va faire un petit point là-dessus au cours de la vidéo. Au-delà du fait que les œstrogènes et la progestérone nous offrent le corps qu'on a actuellement, c'est-à-dire avoir des hanches un petit peu plus larges que les hommes, qu'on a des seins, qu'on a plus de graisse que les hommes pour survivre à la famine par exemple, parce qu'on doit s'occuper, durant l'évolution en tout cas, c'était le rôle de la femme de s'occuper de l'enfant plutôt que l'homme qui s'occupait d'aller chercher la nourriture, bien que tout ça est un peu remis en question. Mais en tout cas c'est des choses qui se sont faites pendant des dizaines de milliers d'années, donc on ne parle pas d'un petit court instant. Donc voilà un peu sur le plan du pourquoi, du comment on est un peu différent. Après je vous invite à vraiment creuser le sujet, je vous mettrai des ressources aussi en description, parce que je ne sors pas tout ça de mon chapeau, bien sûr. Ok, donc maintenant rentrons vraiment dans le vif du sujet. Quels sont nos points faibles, nos points forts? Ensuite, on parlera du cycle menstruel et de d'autres facteurs qui peuvent influencer la performance sportive, les écarts entre la performance des hommes et des femmes, par exemple. Vous avez peut-être entendu parler du fait que les femmes sont soi-disant plus endurantes que les hommes. Eh bien, effectivement, et ça s'explique du fait qu'on ait plus de fibres de type 1 qui composent nos muscles par rapport aux fibres de type 2, qui elles se trouvent majoritaires chez les hommes. Ce sont des fibres à contraction lente et donc se fatiguent moins rapidement. Et ça explique le fait qu'on se fatigue moins qu'un homme durant un entraînement. Donc ça veut dire qu'on peut encaisser un entraînement plus long qu'un homme, par exemple, qui lui se fatiguera un petit peu plus. Donc cette information peut être utile dans le cas où on veut faire un entraînement. On va peut-être rajouter une série, un exercice en plus. Tandis que les hommes, eux, possèdent donc plus de fibres musculaires de type 2. Ce sont des fibres qui vont être recrutées durant un effort court et intense, donc pour la puissance, la force, Donc vous allez me dire, mais alors pourquoi dans les épreuves d'endurance, on n'est pas plus forte que les hommes? Parce que c'est vrai, quand on regarde par exemple le record du marathon, les hommes ont de meilleures performances, de meilleurs temps que les femmes. Ça peut être expliqué par plein d'autres facteurs qu'on va voir à la suite. Donc je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est hyper intéressant. Ça peut être des facteurs liés à la morphologie des hommes. Donc par exemple du fait qu'ils soient majoritairement plus grands que les femmes et qui donc ont des plus grandes enjambées pendant qu'ils courent. Pour continuer sur nos performances d'endurance, le fait d'avoir des œstrogènes nous permet de puiser nos ressources d'énergie dans les lipides. Et ce, beaucoup plus que les hommes par exemple, qui eux puisent beaucoup plus leur énergie dans le glycogène ou le glucose.
Et donc ça explique qu'on a beaucoup d'endurance parce qu'on a toujours en réserve beaucoup de lipides et ça nous fatigue beaucoup moins. Tandis que les hommes, eux, vont puiser plus leur énergie directement dans le glucose. Depuis tout à l'heure, je compare beaucoup les hommes et les femmes, mais c'est principalement pour vous donner des repères et que vous vous dites, quelles sont vraiment les différences quoi. Mais c'est pas pour dire oui, il y en a un qui est mieux que l'autre, vous voyez. Et puis bien sûr, les femmes utilisent du glucose comme réserve d'énergie et aussi les hommes, sur des efforts longs, utilisent également les lipides. Et donc le fait qu'on utilise plus les lipides comme source d'énergie, eh bien on va avoir tendance à avoir plus besoin de lipides que les hommes. Et donc ça aussi c'est quelque chose à prendre en compte dans notre alimentation. Ça explique le fait aussi qu'on soit en général plus grasse. Et ouais, les femmes ont un pourcentage de masse grasse, bien sûr pour une femme en bonne santé, supérieur à un homme en bonne santé. Les lipides jouent un rôle hyper important dans la régulation des hormones. Donc si vous sentez que vous subissez énormément par exemple votre cycle menstruel et donc que vous souffrez vraiment pendant votre phase prémenstruelle ou pendant vos menstruations, eh bien souvent c'est lié à un dérèglement hormonal. Pas que, mais voilà, ça peut être vraiment un facteur du fait que par exemple vous ne consommez pas assez de bons lipides, c'est-à-dire de sources d'oméga 3. On pourrait citer comme bonne source de lipides les oléagineux, les poissons gras, l'avocat, les huiles végétales, notamment l'huile d'olive, et d'avoir un bon ratio entre oméga 3 et oméga 6 qui normalement doivent être égales. Donc pour vous aider, voici une petite liste de sources d'oméga 3. Un des facteurs aussi qui évite les dérèglements hormonaux, c'est le sommeil, ce qui me fait une bonne transition pour vous parler du sommeil. En moyenne, les femmes sont plus du matin, tandis que les hommes sont plus du soir. Et ça s'explique par des tradition vraiment qui date depuis très très longtemps. C'est marrant parce qu'à chaque fois on trouve une raison dans l'évolution et ça moi je trouve ça incroyable. Et donc pourquoi je vous parle du sommeil, de l'alimentation, parce que le sujet de base c'était l'entraînement. Et bien en fait tous ces facteurs là liés au lifestyle en dehors de l'entraînement, ça va vraiment influencer sur notre pratique sportive et sur la régulation de nos hormones, ce qui ça va influencer comment on se sent, notre motivation, notre capacité à récupérer. Donc voilà, donc si on optimise tous ces facteurs là, et bien à l'entraînement on va être plus forte, on va se sentir moins fatigué, avec plus d'énergie. Et donc, étant donné qu'on a un cycle très particulier avec des hormones très particulières, ça c'est assez propre aux femmes. Bien sûr, les hommes ont aussi des cycles, des choses comme ça. Mais voilà, moi je m'intéresse principalement aux femmes dans cette vidéo. Avant d'entamer le chapitre sur le cycle menstruel, je voulais vous préciser qu'on a un atout qui peut être bénéfique pour le strict workout, pour la calisthénie, c'est le fait qu'on soit plus flexible, qu'on soit plus agile que les hommes. Et donc c'est pour ça qu'en freestyle agilité, les performances des femmes commencent à être au niveau de celles des hommes et ça fait plaisir. En street workout, on a vraiment besoin d'avoir une bonne mobilité, une bonne souplesse pour exécuter certains mouvements. Rien que pour le handstand, on a besoin d'une belle ouverture d'épaule. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut travailler plus facilement, donc essayez de miser là-dessus. Ok, donc maintenant, on va parler du cycle menstruel. Est-ce que ça a un vrai impact sur nos performances physiques? Est-ce qu'on doit créer une programmation en fonction de ça? Bon, avant de commencer, sachez que le cycle varie selon les femmes et varie selon la femme elle-même. Donc des fois, notre cycle à nous peut durer 28 jours comme il peut durer 35 jours. Voilà. Donc on oublie un peu ce qu'on nous a appris dans les livres scolaires en 6e où le 14e jour c'est forcément le jour de l'ovulation et le cycle dure 28 jours et voilà c'est tout quoi. On va avoir des réponses assez différentes selon les femmes au cycle menstruel et aux différentes phases. Enfin je pense que vous le savez déjà, mais il y a des femmes qui vont beaucoup plus ressentir cette phase prémenstruelle ou leur fatigue pendant les règles, tandis que d'autres ne vont sentir presque pas de douleur, ni de variation de différents facteurs comme les émotions, etc. Donc voilà, il n'y a pas de vérité générale, je vais quand même vous donner des moyennes, des repères, et après cette vidéo, vous allez peut-être vous dire « Ah mais ok, c'est normal que je sois fatiguée pendant cette période-là, donc je vais adapter mon entraînement, c'est normal, je ne vais pas me surmener, ça sert à rien parce que je risque la blessure. » Déjà, je vais faire un petit récap sur qu'est-ce qui se passe durant un cycle menstruel. Votre cycle commence à partir du premier jour de vos règles. Voilà, c'est le début. Pendant cette période-là, vos taux d'œstrogène et de progestérone sont au plus bas. Donc ce qui permet de faire s'écouler vos règles pour faire place à la phase folliculaire durant laquelle les taux d'œstrogène montent jusqu'à l'ovulation. Durant ce pic d'œstrogène se trouve aussi un petit pic de testostérone et de LH qui fait que nous ovulons. Ce pic se trouve à peu près au 14e jour, voilà, pendant 36 à 48 heures. Et ensuite, on voit le niveau d'œstrogène baisser jusqu'au moment des menstruations,
pour laisser place à la deuxième hormone, la progestérone, durant la phase lutéale. Cette progestérone est produite par le corps jaune qui remplace le follicule qui a été libéré. La fin de cette phase lutéale marque la fin du cycle. Maintenant que j'ai dressé un petit portrait de ce qui se passe dans le mois, on va voir quel est l'impact qu'a ces hormones-là sur notre corps. Selon une étude parue en 2012, réalisée sur plus de 1200 femmes, 77% des athlètes de haut niveau et 80% des sportives amatrices rapportaient que leur performance était impactée par le cycle menstruel. Cette étude a montré aussi que beaucoup de sportives amatrices sautaient leurs entraînements pendant leurs règles. Reprenons notre première phase du cycle, les menstruations, nos règles. C'est une période qui peut être assez douloureuse, très fatigante pour certaines femmes, bien que, comme je vous l'ai dit, ça peut varier vraiment selon les profils. Donc, ce que je vous conseillerais, si vous ne vous sentez pas capable d'assumer une grosse séance de sport comme vous le prévoyez d'habitude, vous pouvez envisager de faire une pratique plus douce comme le yoga, comme la marche à pied, pour vous ménager, pour reposer votre corps, pour optimiser votre récupération tout en bougeant quand même. Et ça, j'insiste sur le fait que vous ne devez pas totalement prescrire l'activité physique pendant vos règles et ça serait dommage. Je m'explique. Pendant l'activité physique, vous sécrétez des hormones, notamment les endorphines, qui agissent comme des analgésants naturels. Vous avez peut-être entendu parler de la dopamine, de la sérotonine, etc. Et ben voilà, ce sont des endorphines qui sont libérées par le corps pendant la pratique physique, ce qui fait que vous allez vous sentir un peu mieux et pendant cette période-là, on en a besoin. Vous allez aussi réduire l'inflammation et augmenter le flux sanguin, ce qui fait que ça va davantage détendre vos muscles et réduire les temps de guérison. À la suite de cette triste phase vient la phase folliculaire. Durant cette phase-là, on peut observer une meilleure réponse des muscles aux stimulations, une augmentation de la force et de la puissance. Donc pendant cette phase-là, je vous conseillerais de miser plutôt sur des exercices qui travaillent votre force, votre puissance. Une fois que le taux d'œstrogène a atteint son pic, on observe aussi une augmentation de testostérone pendant l'ovulation. Pendant cette phase-là, on peut observer de légères augmentations de force, de motivation et de désir. Mais bon, voilà, c'est assez global et la majorité des femmes ne sentent pas vraiment cette différence-là. Mais sur le papier, ça pourrait être corrélé. Mais ce qui est sûr, c'est que pendant cette phase-là, on observe une augmentation de la laxité. Sur ce point-là, il faudrait faire attention au risque de blessure parce que voilà, nos articulations sont plus mobiles. À la suite de l'ovulation se trouve la phase lutéale, comme on vient de le dire, durant laquelle on peut avoir une baisse d'énergie et une petite augmentation de la fatigue. Donc ce que je vous conseillerais, c'est de miser plutôt sur un entraînement d'endurance pendant cette période-là. Mais qu'est-ce qu'en dit la littérature scientifique ? Eh bien malheureusement, il y a eu beaucoup d'études, mais la grande majorité, voire toutes les études, sont un petit peu biaisées et d'assez mauvaise qualité. Je vous mettrai en description quelques méta-analyses qui regroupent justement toutes ces études-là, ou quasiment toutes, qui les comparent et qui essayent d'en tirer des conclusions. Mais malheureusement, on n'observe pas vraiment de conclusion très claire, bien que selon plusieurs études, effectivement, on observe une légère baisse de performance lors des phases où il y a une baisse d'énergie, une baisse des hormones, pendant les menstruations par exemple. Ce que je peux vous conseiller par ailleurs, c'est de vraiment vous fier à votre ressenti. En pratique, ça donne quoi ? Eh bien le premier jour de vos règles, vous commencez un petit carnet où vous notez votre humeur, votre motivation, vos énergies, vos performances. Et à la fin du mois, vous voyez si c'est corrélé à différentes phases du cycle. Et au bout de plusieurs mois, dans l'idéal, vous voyez quels sont les patterns qui se répètent. Maintenant, je vais en profiter pour vous déconstruire quelques mythes qu'on entend beaucoup dans le milieu du sport. Écoutez bien, à entraînement égal, les femmes peuvent autant se développer que les hommes. C'est-à-dire qu'elles vont avoir la même réponse que la réponse des hommes. Bien sûr, je ne parle pas ils vont prendre autant de force, ça dépend le niveau de départ. Mais on va dire que la progression est la même. D'après une étude réalisée en 2022 par Smith et ses collaborateurs, je cite, « Bien que les femmes aient une puissance inférieure, leur adaptation à l'entraînement de force n'est pas différente. Il n'y a aucune raison pour laquelle les athlètes féminines ne pourraient pas appliquer les mêmes méthodes que les hommes. » Une étude a été réalisée en 1988 par William et ses collaborateurs. Dans cette étude, ils montrent que les différences de force entre les hommes et les femmes seraient plutôt liées à un facteur physiologique, donc morphologique, plutôt que liées à une différence des hormones. Concrètement, la taille des hommes est en moyenne supérieure à celle des femmes. Pareil pour la masse musculaire, les hommes ont plus de masse musculaire dans l'absolu que les femmes, et la taille des fibres musculaires chez les femmes est inférieure à celle des hommes. Les chercheurs ont montré dans cette étude que lorsqu'ils mesuraient
la force relative à la surface transversale du muscle, la force des hommes et des femmes serait presque égale. Mais alors, d'où vient cette différence de performance entre les hommes et les femmes? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette dernière partie de vidéo. Quels sont les autres facteurs que les facteurs physiologiques et morphologiques qui peuvent influencer sur la performance des hommes et des femmes? Eh bien, un fait intéressant, les petits garçons ont tendance à plus s'inscrire dans des activités sportives que les petites filles. Et ça, il faut souligner que c'est la réalité. Quand on est jeune, on est facilement influençable, que ce soit face aux stéréotypes et aussi aux croyances psychosociales qui ont un réel impact sur le choix d'une activité chez les jeunes. Et ça, on l'observe aussi chez les adultes. En effet, il y a plus d'hommes qui pratiquent une activité sportive que les femmes. Également, il y a des sports qui sont plus catégorisés comme des sports féminins et d'autres comme des sports masculins. Je pense notamment au rugby pour les hommes et à la danse pour les femmes. Bon, c'est très cliché, mais c'est ce qui peut expliquer un écart de performance dans ce genre de discipline. Par exemple, sur 1000 athlètes masculins qui pratiquent un de ces sports, contre 60 athlètes féminines, et ben dans les 1000, il y a plus de possibilités pour qu'il y ait un athlète brillant qui ait des capacités physiques vraiment adaptées à ce sport, etc., plutôt qu'aux 60 femmes. Dans ce sens, on n'observe pas systématiquement une section féminine dans les clubs, et ça peut en décourager beaucoup. Enfin, je voulais quand même terminer sur le fait que les femmes se sous-estiment beaucoup trop. Moi, je le vois avec mes accompagnements. En tout cas, voilà, quand elles débutent une pratique sportive ou la musculation, la calisthénie, etc., au début, elles ont tendance à arrêter l'effort bien trop tôt. Je vous encourage vraiment à vous pousser, que vous en êtes capable. Donc n'hésitez pas à charger vos barres, à croire en vos capacités. Et c'est comme ça que vous allez progresser et c'est comme ça que vous allez prendre de la force. Vous ne pouvez pas progresser si vous n'allez pas au bout de votre effort. Et c'est vraiment ce que j'encourage dans mon accompagnement. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations concernant mes accompagnements pour réaliser vos objectifs physiques et de performance, que vous voulez commencer la calisthénie, avoir un corps qui vous plaît réellement, ou bien affronter le regard des autres dans les parcs de calisthénie ou en salle de sport, eh bien je vous propose d'être bien accompagné et de réaliser vraiment vos objectifs. N'hésitez pas à réserver un appel dans le premier lien de la description ou de me contacter directement sur mon Instagram que je vais afficher juste là. Et bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ce sujet. En tout cas, si vous avez une question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Je vous mettrai aussi quelques ressources pour aller plus loin et creuser certains sujets parce que c'est un sujet vraiment extrêmement vaste sur lequel il y a encore beaucoup à faire. Enfin, abonnez-vous et mettez un pouce bleu, ça sert beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo.